C'est l'heure de votre magazine CML chez vous. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à tous. Alors merci surtout de la confiance que vous ne cessez de renouveler à votre chaîne de l'excellence CML 13 Télévision. Au sommaire aujourd'hui, arrivée de troupes burundaises en RDC. Le M23 n'ont pas quitté les zones occupées dans le pays, malgré l'interpellation du président français Emmanuel Macron, aussi les messages du président angolais selon lequel le M23 s'était engagé à cesser les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo n'est pas non plus respecté. Est-ce qu'une probable négociation est-elle envisageable en ce jour? Deuxièmement, sur la question électorale, pour une seconde fois, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé d'un probable report des élections au regard de l'insécurité grandissante dans la partie est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. Ainsi, il a d'abord dit à Genève. Ensuite, lors de son échange avec son homologue français, le président Emmanuel Macron, comme ça, en face de la presse congolaise et française. Alors, qu'est-ce que Envol retient de ce message d'un probable report des élections dans le pays? Parce que le président, justement, de ces partis politiques, dont le député d'Élysée Sanga, est ainsi candidat à la présidentielle de 2023. Et donc, pour en parler, nous recevons pour vous une dame, mois de mars oblige. Elle est vice-présidente nationale de jeunes au sein du parti Envol. Il s'agit bien sûr de Madame Dena Lunkunku Jocelyne. Madame Dena, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Tania et bonjour Monsieur Nathan. Tout l'honneur est pour moi de venir aujourd'hui sur votre plateau de télévision pour parler nation. C'est vrai que notre pays va mal. Comme le dit même votre générique d'entrée. Donc notre pays va vraiment mal. Et aujourd'hui, nous continuons à espérer et nous disons que vraiment notre pays pourra aller mieux demain. Parce qu'aujourd'hui, là, nous voyons vraiment que nous sommes en train de nous enfoncer dans un gouffre interminable. Nous prions vraiment le bon Dieu que cette chose puisse cesser à l'avenir, que nous puissions vraiment reconquérir ou bien avoir notre souveraineté en tant que peuple congolais. Très bien, merci beaucoup. Alors, CML, chez vous, de ce mardi, co-présenté comme à l'accoutumée avec Nathan Kionta. Nathan, bonjour et bienvenue. Bonjour Tadia, bonjour Madame Jocelyne, bonjour. Bienvenue à vous et surtout bonne fête de mois de la femme. Merci. À vous. Et certainement, on a consacré cette semaine à toutes les femmes, Tania, et on va recevoir du début à la fin que les femmes pour simplement vous dédier cette émission. Merci beaucoup, comme ça. Alors, on entre déjà dans le vif du sujet, Madame Dena. Oui. Le cessez-le-feu le cessez-le-feu de rebelles M23 ainsi que leur départ de zones comme ça occupées n'a pas abouti. Les rebelles continuent encore d'agresser, ils poursuivent leurs hostilités dans la partie est du pays, alors que récemment, le président français leur avait demandé pour une énième fois de quitter comme ça les zones occupées, ainsi de cesser le fait au regard d'être sanctionnés, chose malheureusement qui n'est pas faite parce que normalement ça devrait entrer en vigueur aujourd'hui, donc ce mardi 7 mars 2023. Quelle est votre lecture là-dessus? Comment vous appréhendez les choses? Par rapport au cessez-le-feu du M23, nous avions toujours dit que le M23 est arrivé dans notre pays. Nous parlons ici des Rwandais, parce que la plupart de ce groupe armé est en fait constitué des Rwandais. Alors, nous devons recourir à l'histoire. Depuis 1994, lorsque il y avait génocide au Rwanda par rapport à ces deux tribus qui étaient le Tutsi et les Hutus, il s'est fait qu'il y avait plusieurs réfugiés qui avaient quitté le Rwanda pour venir à l'époque dans notre pays qui était le Zaïre. Alors, vu que nous, peuple zaïrois à l'époque et congolais d'aujourd'hui, nous avons toujours été ceux qui reçoivent, nous avons toujours été très hospitaliers, nous avions ouvert
les frontières. Et aujourd'hui même, Kengo Wadondo regrette d'avoir posé cet acte-là à l'époque, de pouvoir ouvrir les frontières à ces nilotiques pour venir passer leur temps chez nous, le temps pour eux que la guerre se termine pour regagner leur pays. Alors, il s'est fait que lorsqu'ils sont arrivés au Zaïre à l'époque, il y avait avec eux des gens, enfin, je peux dire, ces gens-là qui avaient causé ces génocides-là. Et c'est ce qui a fait que lorsqu'ils sont arrivés à Goma, ils se sont rendus compte des richesses qu'il y avait dans notre pays, le Congo. Ils ont commencé à avoir des enfants, ils ont commencé à épouser nos femmes, bon, on peut dire des femmes congolaises, zaïroises à l'époque. Alors, il s'est fait que, avec ce mixage-là, entre mariage rwandais et mariage zaïrois à l'époque, il s'est fait qu'il y a eu des naissances mixtes. Et par rapport à ça, ils se sont rendus compte, comme je le disais en amont, qu'il y avait des richesses dans notre pays. Et ils ont commencé à vouloir, comment je peux dire, prendre cette partie-là de notre terre. Et c'est ce que vous voyez jusqu'aujourd'hui, c'est cette chronologie-là qui continue. Et aujourd'hui, quand nous parlons du M23, parce que normalement, comme vous le dites si bien, il devait quitter notre terre à partir d'aujourd'hui. Mais ce que nous avons toujours dit, c'est que le M23 ne quittera jamais nos terres si nous ne déclarons pas la guerre. Si nous ne le faisons pas partir de force, ils ne partiront pas. Parce que déjà là, ils ont pris goût à nos richesses, ils ont pris goût à tout ce que nous avons, nos minéraux et tout ça. Vous n'allez pas leur demander de rentrer dans leur pays pour aller croupir. Ils ne vont pas rentrer dans la pauvreté parce que nous devons vraiment nous regarder en face et qu'on se le dise la vérité. Qu'au Rwanda, il n'y a rien. Aujourd'hui, le Rwanda est le premier producteur du coltan. Alors que le Rwanda, normalement, n'a pas cette richesse-là chez eux. Posons-nous la question de savoir où est-ce qu'ils puisent ces richesses. Ils le puisent dans notre pays. Et si nous ne savons pas protéger la souveraineté dans notre pays, et nous, en vol, nous l'avons toujours dit, que notre pays doit être protégé. Il faudrait que nous puissions avoir une armée dissuasive. Les 9 pays frontaliers ne font que voir nos richesses d'un autre œil. Ces pays-là ne font que nous convoiter. Et aujourd'hui, si nous continuons à avoir des accords qui ne cadrent pas avec cet effet gagnant-gagnant, ou si nous ne sommes pas durs par rapport à ce que nous pouvons imposer, par rapport aux accords que nous faisons avec d'autres pays, nous continuerons toujours à nous laisser berner par ces gens-là. Le M23 aujourd'hui, pour qu'il puisse quitter notre pays, je le répète qu'il faudrait que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge. Il faudrait que nous puissions les chasser, les faire sortir de notre pays. Parce que si nous ne le faisons pas, je vous le dis aujourd'hui, qu'ils ne quitteront jamais nos terres parce qu'ils ont déjà pris goût à nos richesses. Alors, Madame Jocelyne, Madame Tania a évoqué justement l'inquiétude du président Félix Tshisekedi à 2 reprises. C'était d'abord à Genève et également en face du président Macron. Il a évoqué cette inquiétude que la guerre de l'Est pourrait hypothéquer les élections. Est-ce que parce que vous pensez que seuls nous qui devons nous prendre en charge, est-ce que vous trouvez mal que les élections soient reportées, qu'on se prenne en charge pour d'abord mettre fin à cette situation et puis revenir maintenant discuter élections entre nous Congolais? La tenue des élections d'abord est un devoir constitutionnel. Le fait de pouvoir reporter les élections, moi je trouve que c'est inopportun parce que lorsque un régime arrive au pouvoir, ils vous font un projet sur 5 ans. Et dans ce projet-là,
que le président ou le candidat président de la République vous propose, arrivé au pouvoir, il doit nécessairement faire ce qu'il a dit. Il doit mettre en œuvre. Également tenir compte de certaines failles, parce que tout ne pourrait pas être parfait, Madame Jocelyne. Ce que je pourrais vous dire, c'est que même Lajos Kassout l'a dit, que la politique est la science des exigences. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire pendant la campagne que j'ai un projet à présenter au peuple congolais. Et par rapport au projet qu'il avait présenté au peuple congolais, il avait dit que sa priorité était de terminer cette guerre de l'Est. Et aujourd'hui, il ne peut pas, après 4 ans et demi, revenir sur sa parole pour dire qu'il n'a pas été à mesure de pouvoir terminer cette guerre de l'Est et qu'il faudra reporter les élections pour ça. Il a été voté en janvier 2019 et il avait les 5 ans pour pouvoir terminer cette guerre-là. Mais si il n'a pas pu... qui a fait plus d'une vingtaine d'années, vous pensez qu'il pourrait le finir en 5 ans, Madame Jocelyne? Mais s'il pensait qu'il n'allait pas finir cette guerre en 5 ans, il ne devait pas promettre au peuple congolais qu'il allait le faire. Parce que tout ce qu'il avait promis, il ne l'a pas fait. Il a promis au peuple congolais qu'il allait envoyer un QG à Goma. Il a promis au peuple congolais qu'il allait former les militaires. Il a promis au peuple congolais qu'il allait faire asseoir une administrative forte. Et dans tout ça, il n'a rien fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se lever pour dire qu'il devra reporter les élections à cause de ça. Non, il émet une crainte selon laquelle il n'y a pas... l'élection pourrait être... La seule crainte que M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo peut avoir en ce moment, c'est de pouvoir ne pas faire ou bien réaliser les promesses qu'il avait données au peuple congolais parce qu'il a un bilan à présenter. Tenez, en 2018, nous avions fait les élections sans l'Est. Il y avait la guerre à Béni. Mais les élections s'étaient quand même déroulées. Et aujourd'hui... Vous êtes dans l'hypothèse selon laquelle on peut également exclure cette fois-ci l'Est pour aller d'abord aux élections parce que vous avez surtout besoin de ça. Moi, j'ai toujours dit, là c'est moi qui le dis, que ces réfugiés, ces déplacés des guerres qui sont aujourd'hui pris en assaut à Gashungo, dans le Mouchaki, au Massissi et tout ça, aujourd'hui ont besoin de ce changement. Parce qu'ils sont en train de mourir. Le sang continue à être versé. Et lorsque le président leur a dit que nous allons faire un effort pour terminer cette guerre de l'Est et qu'il ne l'a pas fait, aujourd'hui, même ce peuple-là, de l'Est, si vous leur demandez, vous leur posez la question de savoir si on doit reporter les élections ou faire quand même ces élections sans eux et changer de dirigeant, moi je pense que ce peuple-là diront que non, nous voulons que vous puissiez faire ces élections même sans nous, que vous puissiez nous mettre un président ou quelqu'un qui viendra vraiment mettre fin à cette guerre. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites le glissement ou si l'on ajoute encore 5 ans au président Félix Tshisekedi, il aura encore d'autres choses à redire. Parce que même si on lui donnait 10 ans, il dira que même 10 ans n'est pas suffisant pour lui. Parce qu'aujourd'hui, quand il parle de la guerre à l'Est, que ça fait plus de 20 ans, que comme il a l'habitude de rejeter la faute sur les autres, Kabila a été là, il n'a pas terminé la guerre et tout ça, alors que nous l'avions entendu. À son discours qu'il avait fait la fois passée, il a dit que le M23, cette guerre-là, ce conflit, s'était terminé en 2013 par la force du feu. Mais qu'est-ce qui a fait que le M23 puisse revenir? C'est ignoré de personne que lorsque le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il avait rappelé ces gens-là. Il les avait fait asseoir ici à Kinshasa, à l'hôtel du fleuve. L'avait confirmé, oui, oui. Ils ont fait 2 ans à l'hôtel du fleuve. Quels compromis ils avaient eu? Quels accords ils avaient fait? Et de leur retour, ils ont repris avec les hostilités.
Dites-moi quelque chose qui s'était terminé par la puissance du feu en 2013 et qui revient pendant que vous êtes au pouvoir. Est-ce que c'est la faute à Kabila ou c'est de votre faute? Maintenant que vous avez remis sur table une guerre qui n'en était pas une il y a de cela quelques années, c'est maintenant au devoir du président Félix Tshisekedi de pouvoir terminer ce qu'il avait commencé. Et aujourd'hui, il ne peut pas nous dire que non, on doit reporter les élections à cause de ça. Alors, s'il pense qu'il sera difficile pour lui ou qu'il sera impossible pour lui de pouvoir terminer ces élections pendant ces quelques mois qui restent, qu'il dépose. Le 21 janvier 2024, qu'il dépose et qu'il donne au président du Sénat de pouvoir organiser les élections en déant 4 mois pour que le peuple puisse choisir une personne qui aura cette aptitude-là de pouvoir chasser ces gens hors de notre pays. Alors, Madame Dena, pour le président de la République, le problème se pose au niveau de conditions de la tenue de ces élections, notamment parce qu'il parle de l'enrôlement de déplacés. Alors, dans ces cas, il a dit, même lors de son échange avec les présidents français, qu'il ne voudrait pas organiser des élections dans des conditions difficiles et qu'après, qu'on parle de compromis à l'africaine. Voilà. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison parce que le président de la République, un président de la République, est celui qui doit maîtriser la situation. Un président de la République est celui qui doit maîtriser la chose, les affaires de l'État. Mais quand vous êtes président de la République et que vous nous présentez tout le temps des incertitudes, qu'est-ce que nous allons déduire? Les élections doivent être faites pendant les 5 années, la 5e année. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire que puisqu'il y a la guerre, que les élections ne peuvent pas se tenir. Parce on peut parler ils ne veulent pas priver justement la population du Nord Kivu et de l'Ituri, de l'Est, de ne pas justement répondre à leur devoir et droit, celui de voter. Et pourtant, en 2018, on avait privé les fils du pays de Béni à l'élection. Et vous étiez d'accord avec cette pratique? Mais comme on a toujours dit, que à l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, nul n'est tenu. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'arrive pas à terminer cette guerre, ce peuple-là, c'est comme je l'ai dit tantôt, ce peuple-là a aussi besoin du changement. Ce peuple-là a besoin d'une personne qui viendra effectivement terminer cette guerre. Mais vous ne pourrez pas nous dire que non, nous ne pourrons pas organiser les élections. Parce que maintenant, là, si l'élection n'est toujours pas tenue dans le délai, ce peuple-là continuera à mourir. Parce que jusqu'ici, nous n'avons pas vu les efforts du gouvernement actuel pour pouvoir terminer cette guerre. Aujourd'hui, il y a une motion de défiance qui est en train d'être préparée pour l'actuel gouvernement de Samalou Kondé. C'est par rapport justement à cette guerre de l'Est. Et pourquoi les députés sont en train de vouloir faire cette motion de défiance? C'est parce qu'ils en ont marre de pouvoir continuer à supporter que cette guerre de l'Est ne se termine pas. Donc, il faudrait trouver une personne qui a un vrai projet, une personne qui a vraiment cette volonté-là de pouvoir terminer cette guerre-là à l'Est. Parce que si lui, il n'a pas cette aptitude-là de pouvoir terminer cette guerre à l'Est, alors je suis désolé, il faudrait mettre une personne qui aura cette capacité-là de pouvoir terminer cette guerre. D'entrée le jeu, vous l'avez dit, que pour finir la guerre à l'Est, il faudrait aussi que la RDC fasse la guerre. Alors que dernièrement, la France a parlé de sanctions au cas où il n'y aurait pas cessé le feu et que les M23 n'avaient pas quitté les zones occupées. Est-ce que maintenant là, il faudrait encore attendre, voir si réellement la France, qui est également membre au Conseil de sécurité des Nations Unies, vont également mettre en place les mises en garde qu'il a lancées, ou il faut justement faire la guerre directement au M23 sous couvert par le Rwanda? Les mises en garde ont été faites plusieurs fois. Le M23 a eu plusieurs délais de pouvoir se retirer de notre pays, mais ils ne l'ont pas fait. Justement, parce qu'ils n'ont pas envie de laisser ces terres-là occupées. Ils n'ont pas envie de pouvoir laisser nos minéraux. Ils n'ont pas envie de laisser nos richesses qui se sont appropriées. Et
Comme nous l'avons toujours dit, que notre pays est souverain. Et la solution qui peut venir de notre pays ne doit pas venir de la communauté internationale, ne doit pas venir de l'EAC, ne doit pas venir de la SADC, mais nous devons nous-mêmes prendre conscience et nous prendre en charge. Voyez-vous, aujourd'hui, Ukraine a été agressée par la Russie. Ukraine n'a pas attendu d'avoir des avals par-ci, par-là pour pouvoir déclarer la guerre. Nous sommes agressés. Nous avions dénoncé, nous avons dénoncé. Nous ne devons pas continuer sur cette lancée-là. Nous devons nous lever et agir. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, si la République démocratique du Congo, à l'occurrence de son président de la République, qui est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, n'arrive pas à riposter par rapport à cette guerre, c'est parce que justement, ils se sentent faibles. Parce que dans notre armée, nous n'avons pas des armements nécessaires. Nous n'avons pas une logistique adéquate pour pouvoir faire face à cette guerre. Il faudrait d'abord commencer par réarmer nos militaires. Il faudrait faire que notre armée soit une armée dissuasive. Il faudrait les former. Et voilà pourquoi nous nous disons dans notre projet de la refondation du Congo, que nous devons restaurer notre souveraineté. Pour cela, nous devons restaurer notre administration, nous devons restaurer notre armée, nous devons restaurer également notre service de renseignement. Parce que ils crient sur tous les toits que notre armée est infiltrée. Donc, ils ne peuvent pas avancer parce que notre armée est infiltrée. Mais pendant ces 5 ans, qu'a fait le service de renseignement ? Aujourd'hui, le service de renseignement est beaucoup plus au service de la présidence de la République que pour l'armée. Si réellement notre service de renseignement était fort, on aurait déjà pu identifier ces gens-là et les sortir de notre armée. Madame Justine, vous avez dit vous avez dit que si le chef de l'État est incapable de pouvoir organiser, et si le gouvernement est incapable d'organiser les élections, Félix Tshisekedi doit déposer. Mais vous êtes sans ignorer que l'article 70 de la Constitution voudrait à ce que le président reste en fonction jusqu'à l'élection et l'installation du nouveau président de la République. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi pourrait tout bonnement laisser le pouvoir parce que la Constitution voudrait à ce que qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président? La dernière date pour Félix Tshisekedi en tant que président de la République, c'est le 21 juin. Et après ça, s'il n'organise pas les élections dans le délai, il devra donner à son successeur, c'est-à-dire le président du Sénat, qui devra organiser les élections en délai 4 mois. Voilà pourquoi nous disons qu'il devra respecter la Constitution par rapport aux tenues des élections. Et la guerre aujourd'hui n'est pas une raison, en tout cas à mon sens. La guerre à l'Est ne doit pas être un prétexte pour ne pas organiser les élections. Il a encore quelques mois. Il devra réarmer nos militaires. Il devra faire en sorte que la guerre qui sévit à l'Est de notre pays se termine. Et après ça, il devra organiser les élections dans le délai. Parce que le peuple a besoin du changement. Si dans sa souveraineté, le peuple se décide que ce serait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui continuera un 2e mandat, eh bien là, ce sont des bonnes guerres, il pourra continuer. Mais on ne peut pas prendre un prétexte de la guerre pour ne pas organiser les élections. Là, nous ne sommes pas d'accord. Alors, lorsque le président Emmanuel Macron parle de la souveraineté, il est revenu également sur les élections de 2018 où il a parlé de cet arrangement à l'africaine. Est-ce que vous pensez que le problème aujourd'hui que le Congo a, c'est d'abord nous-mêmes, en interne, pour que l'on puisse nous respecter, comme Fayoul l'avait dit, il suffit pour nous de déclarer la guerre contre le Rwanda, le pays voisin va nous respecter. Est-ce que le problème c'est d'abord nous en interne? Est-ce que nous sommes d'abord appelés à organiser de bonnes élections? Est-ce que nous sommes d'abord appelés à choisir de bons dirigeants, de vrais, pour que le pays voisin puisse nous respecter? Nous avons toujours dit que dans ce pays, nous avons un problème d'hommes.
Notre pays ne demande pas beaucoup pour être développé. Notre pays demande juste un peu d'intelligence et de volonté politique. Dans notre pays, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, moi je pourrais dire c'est par rapport aux mauvaises prises de décision que le gouvernement est en train de prendre. C'est ça. J'ai entendu le président de la République dans son échange avec Macron par rapport justement à cette affaire de la guerre de l'Est. Il a dit qu'aujourd'hui, pour pouvoir régler cette affaire de la guerre de l'Est, il est contraint de pouvoir suspendre le programme des 145 territoires, de suspendre la gratuité de l'enseignement et de suspendre tout ce que moi je peux appeler comme des problèmes de sécurité d'un peuple. Alors que si nous analysons bien ce problème de 145 territoires, ces problèmes de la gratuité de l'enseignement qui n'ont jamais été effectifs jusqu'aujourd'hui, parce que vous serez d'accord avec moi que les 145 territoires, cet aménagement-là, il n'y a eu que des détournements. Il n'y a eu que des détournements. La gratuité de l'enseignement aujourd'hui n'est pas effective parce que ça n'a pas été, ça a été au fait irréfléchi. Les décisions en amont n'ont pas été bien prises. Mais maintenant, que ce soit ce problème de l'aménagement des 145 territoires, que ce soit ce problème de gratuité de l'enseignement, ne constitue que 20% par rapport au budget. Moi, je pensais, très sincèrement, que le président de la République, lorsqu'il parlait de cette affaire de contrainte pour pouvoir pallier à cette affaire de guerre de l'Est, il allait dire que, comme il y a cette guerre-là qui persiste à l'Est, ce que nous pouvons faire, c'est de réduire le train de vie des institutions. Mais il n'a rien dit par rapport à ça. Aujourd'hui, le train de vie des institutions nous bouffe 80% du budget national. Et ce que lui évoque comme l'aménagement des 145 territoires ou la gratuité de l'enseignement ne prend que le 20%. Entre-temps, vous allez enlever le peu que vous aviez donné au peuple. Vous allez encore le retirer pour la guerre de l'Est. Entre-temps, vous ne bougez pas vos salaires, vous ne bougez pas vos émoluments, vous ne bougez pas votre train de vie, mais dites-moi, est-ce que ces gens ont vraiment le souci de ce peuple-là? Vous insinuez qu'il y a une sorte de mauvaise foi de la part du il y a, je n'insinue pas, mais c'est ça exactement, il y a une mauvaise foi par rapport à nos gouvernants. Normalement, il devait dire que non, puisque nous avons cette guerre-là à l'Est, nous devons, là je l'aurais applaudi, s'il disait que nous allons réduire soit le salaire d'un député ou d'un ministre ou du président du Sénat, nous allons le réduire en 3. Un député qui touche 21 000, Délice Sanga l'a dit, lorsqu'il a dit, on s'est jeté sur lui. On a même ouvert une commission contre lui quand il avait dit que les 21 000 $ que nous touchons par mois, c'est trop. Il faudrait réduire ce salaire, il faudrait réduire ses émoluments. Il a été mis sous commission. Mais si aujourd'hui on dit que non, au lieu de 21 000 $, nous devons nous-mêmes députés nous entendre et être payés au moins 7 000 $ par mois, et ces 14 000 là, vous pouvez le reverser à l'Est. Là, nous dirons que vraiment les gouvernants ont pris cette conscience-là de bien faire les choses. Donc, il n'est que question de bonne volonté. Il n'est que question de bonne volonté et question de bonne volonté et de bonne foi. C'est ce qui manque dans notre pays. C'est ce qui manque dans notre pays. Aujourd'hui, les gens veulent remplir leur ventre, mais ils ne veulent pas venir en aide à la population désœuvrée. C'est ça que nous déplorons.
Voilà pourquoi nous nous sommes toujours dit que le peuple doit se choisir des gens patriotes. Ils doivent se choisir des gens responsables qui pourra changer leur train de vie, qui pourra changer la vie sociale du peuple congolais. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce moment où nous parlons, nous n'avons pas encore eu ces gens, ces hommes de cœur qui pourront changer notre pays. C'est ça exactement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons, nous le disons toujours par rapport à notre projet de la refondation, que le peuple doit être au centre de tout. L'homme congolais doit être au centre de tout. On ne vient pas au pouvoir pour prendre toutes les richesses. Un poignet d'individus ne peut pas s'approprier tout ce que le peuple peut avoir. Voilà pourquoi nous devons vraiment mettre une sécurité indépendante nationale. Nous devons faire en sorte qu'il y ait des emplois pour les jeunes. Il faudrait qu'il y ait une croissance économique. Il faudrait que l'intérêt général soit pris en compte. L'unité nationale, abolir le tribalisme, le fanatisme. Il faudrait que la primauté et la centralité de l'État soient au rendez-vous. Mais jusqu'à aujourd'hui, tout ça n'a pas été fait. Et ce n'est pas fait non pas parce que il y a un problème, je ne sais pas où, mais ça ne se fait pas parce que nous avons un problème d'hommes. Nous avons des gens qui n'ont pas cette volonté-là de pouvoir gérer notre République comme il se doit. Tout simplement. Alors parlons encore, nous sommes déjà en train de chuter de la question de cette guerre d'agression dans la partie Est, parce que il faudrait justement passer à l'offensive. Alors, est-ce qu'on peut aussi envisager des négociations entre le gouvernement congolais et le rebelle M23? Pourquoi? Parce que question de sauver encore une fois des vies dans cette partie du pays, d'autant plus qu'il y a déjà eu beaucoup de morts. Pendant que nous sommes en train de négocier, pendant que le président parle de la diplomatie agissante, les gens continuent de mourir. Le sang continue à être versé à l'Est. Il faudrait changer de fusil d'épaule. Il faudrait trouver une autre alternative. Puisque ces gens ne veulent pas quitter nos terres, puisque ces gens veulent continuer à nous piller, puisqu'il y a aujourd'hui des soldats burundais qui viennent, je ne sais pas, à partir d'hier, qui sont là sur place et qui ne font rien. Vous avez la MONUSCO qui sont là en observation. Vous avez ces soldats, ces militaires de l'EAC qui sont là en zone tampon. Vous avez ces 70 autres soldats qui viennent d'être ajoutés. Mais rien n'est fait. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que nous devons nous prendre en charge. Tous ces gens-là, même Macron qui est arrivé, il a dit, il n'a pas mâché des mots. Il a dit que vous devez restaurer votre souveraineté. Parce que depuis 1994, les frontières de notre pays sont des frontières passoires. Nous devons assurer l'administration de notre pays. Nous devons faire de notre armée une armée dissuasive pour pouvoir protéger nos richesses. Et tout cela, ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas l'EAC, ce n'est pas la SADC, mais c'est nous-mêmes qui devons nous prendre en charge. Parce que négociation ou pas négociation, moi je pense que les gens continuent de mourir et il faudrait prendre une décision salutaire pour pouvoir changer les choses. Alors, étant un parti de l'opposition, pensez-vous également vous joindre à la marche justement qu'organise la MOUCA le 11 mars pour justement faire entendre le voix du Congolais? Si la MOUCA fait cette marche-là, si c'est en faveur du peuple congolais, nous ne pourrons qu'applaudir. Parce que dans notre pays ou dans chacune de nos organisations, nous sommes là pour parler ou pour défendre le peuple congolais. Mais pour prendre part, là c'est une autre histoire. Parce que nous ne sommes pas obligés d'être avec eux pour pouvoir les soutenir. Si c'est une marche qui est faite en faveur du peuple congolais, si c'est fait en faveur du peuple congolais, en tout cas, nous ne pouvons qu'applaudir. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Votre conclusion? Ma conclusion est celle de dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais doit se lever. Aujourd'hui, le peuple congolais doit reprendre sa souveraineté.
Et la reprise de sa souveraineté sera effective à partir du mois de décembre, lorsqu'on lui donnera cette opportunité-là de pouvoir élire son propre dirigeant. Et par rapport aussi au mot de la fin, tout ce que je pourrais dire, c'est que notre Congo aujourd'hui est constitué essentiellement de 65% du peuple qui est encore jeune et vigoureux. Aujourd'hui, le peuple jeune de la République démocratique du Congo doit se lever. Et par cette occasion, je voudrais lancer un appel. Parce que nous avons un rassemblement que nous allons faire le samedi par rapport aux jeunes. Et nous serons à Barumbu pour pouvoir le faire. Nous serons là, nous allons parler par rapport à notre nation, et nous allons aussi soutenir la candidature de notre président Délice Sanga. Parce que comme vous êtes sans ignorer, notre président a postulé en tant que candidat président de la République, et nous voulons le soutenir. Parce que le projet qu'il a pour le changement de notre pays est un projet noble, et nous tenons vraiment à être là pour le soutenir par rapport à ça. Très bien. Alors, l'émission est complètement terminée. Messieurs, dames, nous avons reçu pour vous aujourd'hui Madame Dena Lukunku Jocelyne. Elle est, je rappelle, vice-présidente nationale de jeunes au sein du parti politique En Vol du député Délice Sanga. Madame Dena, merci d'avoir répondu à merci à vous aussi. Merci également à Nathan Kianza qui a co-présenté cette émission. Merci Tania, merci beaucoup à Madame Jocelyne d'être venue. Je rappelle que nous avons parlé du cessez-le-feu de M23 ainsi que leur départ de zones occupées qui étaient normalement censées être en vigueur aujourd'hui. Malheureusement, cela n'a pas été respecté jusqu'à ce jour. Alors, messieurs, dames, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de la confiance renouvelée à votre chaîne CML13 Télévision. Surtout, ne quittez pas, restez branchés car le programme continue. Au revoir.